Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau sur ma chaîne GuiguiMC95. Ça faisait longtemps, et effectivement, je dois le dire que j'avais pas sorti de vidéo, mais c'est normal parce que voilà, vous savez peut-être en année de troisième, et ben on prépare un concours de CNRD en histoire géo, et donc c'est un projet qui prend beaucoup de temps, et je donnais justement aujourd'hui, et bah tout simplement à vous montrer notre projet qu'on avait fait par équipe de 4. Voilà, je tiens à remercier d'ailleurs mes camarades avec qui j'ai réalisé ce projet qui a pris beaucoup de temps. Et donc voilà, bah, je voulais vous le donner peut-être pour s'instruire tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Et puis bah, très bientôt, on va repartir sur des nouvelles vidéos. Voilà, on était un peu en stand-by, mais ça va repartir et avec du lourd. Allez, bon visionnage et à très bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément des années 1940-1941, l'année où la résistance a commencé à se créer en France. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la résistance? La résistance, c'est l'ensemble des actions et des réseaux clandestins qui ont poursuivi la lutte contre l'Axe et ses relais collaborationnistes. Je vais vous parler aussi de certaines personnalités importantes et de certains territoires. Mais pour le moment, faisons une petite mise en contexte. Nous sommes en 1940 et la moitié de la France est envahie par l'Allemagne nazie, la zone occupée. Le 17 juin, Pétain, un héros de la Première Guerre mondiale, est amené au pouvoir par les Français. Il demande l'armistice le 17 juin et ce dernier est signé le 22 juin. Comme vous pouvez le voir, les Allemands occupent la moitié nord de la France et s'étendent sur toute la côte de l'Atlantique par peur d'un débarquement. C'est justement à ce moment que va entrer en action la personne la plus importante de cette résistance, Charles de Gaulle. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle a été colonel. Il est ensuite devenu général le 1er juin 1940 en raison de ses combats héroïques pour tenter d'arrêter l'avancée allemande. Lorsque la France demande l'armistice, de Gaulle part à Londres et le 18 juin, il lance un appel pour convaincre les Français de résister et de continuer à se battre pour leur pays. Au départ, les résistants sont peu nombreux et sont rapidement emprisonnés ou fusillés par la Gestapo, qui est la police politique du Troisième Reich. Mais au fur et à mesure, les nombres de résistants augmentent et des groupes se forment, tels que le Musée de l'Homme, Libération Sud, Libération Nord et d'autres. Charles de Gaulle crée alors les Forces Françaises Libres, FFL. Elle regroupe d'abord des unités rapatriées de Dunkerque, de Narvik et de l'armée du Levant, rejointes par quelques soldats et civils des métropoles qui ont réussi à parvenir jusqu'en Angleterre. Les FFL possèdent également une marine, les Forces navales françaises libres, FNFL, une aviation, les Forces aériennes françaises libres, FAFL. Elles participent à des opérations en Afrique du Nord, Moyen-Orient, mais aussi en Europe et représentent ainsi la puissance française et son combat durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la résistance extérieure. Les FFL sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on pourrait le croire. Dès le début de la résistance, les FFL cherchent à rallier des territoires. Ils accomplissent aussi de nombreuses campagnes militaires. Ils aident la Grande-Bretagne dans sa lutte contre le Reich en envoyant des pilotes dans la Royal Air Force, RAF, les forces aériennes britanniques, mais aussi dans la lutte en Afrique. Parmi les personnes ayant rejoint les FFL figurent beaucoup de personnages importants, de nombreux créateurs de journaux clandestins, comme Raymond Burgard ou Christian Pinault, des espions et espionnes, comme Nancy Wake, et d'importants soldats, officiers ou généraux. Maintenant, parlons de certaines personnes précises, et commençons par Bertie Albrecht. Bertie Albrecht est né le 15 février 1893 à Marseille, dans une famille bourgeoise et protestante d'origine suisse. Après des études classiques à Marseille, puis à Lausanne, elle passe un diplôme d'infirmière en 1912. Après l'armistice de juin 1940, Bertie Albrecht entre aux usines Fulmen à Vierzon et profite de cette situation dès l'été 1940 pour faire passer la ligne de démarcation à des prisonniers évadés. Début 1941, elle commence à dactylographier les premiers bulletins de propagande du mouvement de libération nationale, MLN, créé par Henri Freinet, qu'elle connaît depuis 1934 et dont elle a été la compagne. Elle recrute pour le mouvement les premiers adhérents et collecte les premiers fonds. D'ailleurs, le mouvement de la libération nationale n'est pas le seul mouvement. Liberté, un autre mouvement, et le MLN sont devenus le mouvement combat après avoir fusionné. Plus tard, d'autres mouvements fusionnèrent entre eux et permirent à ces derniers de se développer dans la zone occupée. Parlons maintenant du créateur du MLN, Henri Freinet. Henri Freinet est né à Lyon en 1905. Avant 1940, il a été sous-lieutenant et a été affecté à plusieurs bataillons et régiments. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, il est déjà convaincu de la menace d'Hitler grâce à sa lecture de son livre Mein Kampf et de ses études à Strasbourg.
Fait prisonnier en juin 1940, Henri Frenay s'évade et part en zone libre. En janvier 1941, il démissionne de l'armée et entre en clandestinité. Nous allons maintenant parler des journaux clandestins. Ceux-ci ont été créés pour partager les idées des résistants français qui sont contradictoires à celles de l'occupation allemande ou du régime de Vichy. Il en existe plusieurs, tels que Libération du mouvement Libération Nord, créé par Christian Pineau, Résistance ou Libération du mouvement Libération Sud, créé par Emmanuel Dastier. La plupart des journaux disparaîtront, car leurs auteurs se feront démasquer, arrêter ou encore fusiller. J'aimerais préciser que le nom des journaux sont souvent associés au nom des mouvements. Leur principale utilité est de contrer les idées ennemies. Ils témoignent aussi d'événements ou d'actions menées. Au début, les textes sont écrits à la main et suivis de la mention « à copier et à faire circuler ». Peu à peu, alors que la presse clandestine se développe, les exemplaires des journaux sont imprimés. Par exemple, Libération Sud imprimera plus de 200 000 exemplaires lors de la guerre. Parlons maintenant d'une autre action clandestine, la transmission. Il existe plusieurs façons de transmettre des informations. Par exemple, la radiotélégraphie est une de ces façons. Elle permet de communiquer en morse et est peu visible et donc peu vulnérable. Il y a aussi la radiotéléphonie. Ce moyen de transmission permet, en plus du fait de pouvoir communiquer en morse, de communiquer par la voix. Mais sa portée est moins grande, et ce moyen de transmission est très indiscret. Pour finir ce documentaire, nous allons parler de deux territoires, l'Alsace-Moselle et le Val d'Oise. Nous avons vu au début que l'Allemagne avait occupé la moitié nord de la France, mais elle avait aussi annexé un territoire, l'Alsace-Moselle. Ce territoire est sous le plein pouvoir des Allemands. Les habitants sont obligés de travailler pour les forces ennemies. Heureusement, des groupes de résistants sont créés. Dès juin 1940, un groupe de lycéens crée le groupe Espoir français, chargé notamment de distribuer des tracts et de renseignements d'informations. Quelque temps après, d'autres groupes apparaissent, tels que Main Noire, la 7e colonne d'Alsace et plus encore. Malheureusement pour eux, leur tâche n'est pas facile, car le territoire regorge d'Allemands. Néanmoins, ces organisations donnent du fil à retordre aux Allemands grâce à leurs actions de sabotage. Pour finir, nous allons nous orienter vers le Val d'Oise. Ici, la résistance se faisait aussi par le biais de la poésie. Les résistants écrivaient des poèmes tels que Les États-Unis d'Europe, Collaboration et trahison, et d'autres. Comme les journaux, ceux-ci étaient recopiés puis imprimés. De plus, les résistants avaient recours à la propagande communiste. Deux des quelques résistants du Val d'Oise s'appelaient Dufresne Marcel et Aubry Marcel. Ils détenaient des tracts et des exemplaires d'un journal de résistance. Et voilà, ce documentaire animé touche désormais à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à mon groupe qui m'a aidé à le réaliser. Nous tenions également à remercier notre professeur d'histoire ainsi que les documentalistes du CDI qui nous ont guidés tout le long de ce projet. Merci.